Ce second chapitre, je vais consacrer une partie de la faune alpine, essentiellement aux animaux que nous avons croisés sur les sentiers. Savez-vous que si le bouquetin a été longtemps l'emblème du parc de la Vanoise, celui-ci a bien failli disparaître de nos sommets. Ce mammifère, aux longues cornes recourbées, avait été presque exterminé dès l'apparition des armes à feu. Ainsi est né en 1963 le premier parc national français, le parc de la Vanoise. Il couvre un immense territoire de 530 km² où tout est préservé, la faune, la flore et le monde minéral. Cette création ne fut pas sans soulever de problèmes. Les stations de ski comme Val d'Isère et Tignes voulant équiper une partie du parc en piste de ski. Un compromis fut trouvé. Les communes créèrent d'elles-mêmes des réserves naturelles et surtout la commune de Tignes accepta le classement réserve, le massif de la Grande Sassière. Cette réserve a été créée en 1973 en compensation de l'autorisation donnée à Tignes pour l'aménagement en piste de ski, le glacier de la Grande Motte. Regardez de nouveau et on se retrouve ensuite. Le bouquetin, c'est un animal très voisin de la chèvre, à laquelle il ressemble par sa paire de cornes. Ces cornes, en forme de lyre, dont certaines peuvent atteindre 1 mètre de long et peser 15 kg, permettent de déterminer l'âge du bouquetin grâce aux anneaux laissés par chaque poussée. Les cornes du bouquetin ne tombent jamais et il s'en sert aussi pour se gratter le dos. Le bouquetin aime se prélasser sur des terrasses herbeuses bien exposées au soleil. Les emplacements de sieste sont choisis en position bien dégagée et dominante pour pouvoir surveiller le terrain en aval, éperons rocheux, corniches. C'est sa nature adaptée à la vie en haute altitude qui le pousse à choisir les endroits les plus escarpés en grimpant allègrement à 3500 mètres. C'est un animal robuste dont le mâle peut atteindre 120 kg, 55 kg pour la femelle. L'hiver, il se nourrit de la rare végétation accessible, composée de lichens et de mousse. Herbivore, le bouquetin peut manger jusqu'à 20 kg par jour de graminées, légumineuses, mais encore de rameaux de genévrier, rhododendron ou de mousse et lichens, pourtant difficiles à digérer. Il n'est pas rare de le rencontrer en montagne, aux abords des pierres à sel destinées aux troupeaux, celles dont son organisme a besoin et qu'il trouve également dans les schistes. Le bouquetin s'agenouille pour ruminer et semble alors méditer avec indolence. Bien que massif et trapu, le bouquetin est très agile sur les rochers et dalle lisse grâce à ses sabots antidérapants. Si son approche est facile, il faut se tenir à distance afin de ne pas le déranger, car c'est à cette période estivale qu'il emmagasine de la graisse qui lui permettra de passer l'hiver. Allez, salut les amis, il est temps de se quitter. Le chemin pour redescendre jusqu'au parking est encore long. Il y a bien 7 bons kilomètres et surtout plein de choses à voir.
femelle du bouquetin, ou étagne, est plus petite que le mâle. Elle pèse environ 50 kg. On la reconnaît à ses cornes beaucoup plus courtes, moins de 25 cm, très fines et sans bosse. Plus pointues, elles sont aussi plus dangereuses, et elle est en principe plus difficile à approcher que le mâle. Sur le chemin du retour, en début de soirée, nous avons remarqué que ces animaux se moquent de notre présence. Leur but, se restaurer avant la nuit. C'est pourquoi nous faisons des rencontres surprenantes. Le jeune bouquetin, appelé cabri, a la taille d'un petit mouton et des cornes très courtes. Et il suit habituellement sa mère de très près. Ensuite, ils vont passer la nuit dans des endroits couverts, secs et protégés du vent, comme les grottes ou ici dans des replis du terrain. Les chamois et bouquetins cohabitent assez facilement sur un même massif. Cependant, ils n'ont pas tout à fait les mêmes besoins. Le chamois possède une silhouette de chèvre, mais plus svelte. Il mesure 80 cm de hauteur pour un poids entre 25 et 50 kg. Et sa tête, reconnaissable, est ornée de cornes d'environ 15 cm de long, noires, qui se terminent par un crochet. Autre signe de reconnaissance, la bande dorsale sombre, sa queue est courte et noire. Le chamois peut vivre jusqu'à 25 ans, mais peu dépassent 15 ou 16 ans. Leurs sens sont très développés. Les yeux ont un champ visuel très étendu et il remarque tout ce qui bouge, même derrière lui. L'ouïe fine détecte tout bruit anormal, alertant ses congénères par un sifflement. Son odorat ressentira votre aftershave ou déodorant à 700 mètres. C'est pourquoi son approche est difficile et il faut souvent l'observer à la jumelle, sauf en fin d'après-midi, lorsque le soleil est moins chaud. Là, il descend pour se nourrir, sans s'occuper des randonneurs, et nous avons eu la chance de le croiser à ce moment. Il n'y a pas d'affiche dessus. Il n'y a pas de colle sur ces panneaux. Il tourne en rond là, hein. Juste pour la photo. C'est drôle parce que je le vois grossir dans mon objectif quand il m'est chargé. Il vient vers nous, hein. Ah, il va se mettre à manger. Dingue. Il va y avoir quelque chose de bon par ici. En été, les chamois recherchent des lieux ombragés et les névés. De plus, ils aiment se reposer ou jouer au frais même sur la neige. Ils ne boivent presque jamais d'eau. Ils préfèrent se déplacer sur la neige, ce qui réduit leur perte en eau.
Le chamois aime bien jouer. Très agile, grâce à ses sabots antidérapants, il peut grimper de 1000 mètres en 15 minutes. Oh, ça fait une vitesse. C'est pour ça. Attends, il y a les cailloux qu'il faut tomber. Où est le deuxième? Hein? Elle est belle la photo là. La taille des marmottes varie de 46 à 66 cm et pèse entre 2 et 9 kg. On l'appelle le siffleux car quand il y a un danger, elle siffle pour donner l'alerte aux autres marmottes qui vont se réfugier dans leur terrier. Elle vit entre 4 et 8 ans en liberté. La marmotte vit dans les montagnes entre 1300 et 3000 mètres d'altitude. Les marmottes des Alpes se nourrissent de végétaux herbacés, de graines et de petits invertébrés, comme les insectes, les araignées et les vers. Mais elle préfère les jeunes pousses, et grâce à ses petites pattes terminées par de petites mains, ça lui permet de bien tenir sa nourriture. Essentiellement herbivore, elle préfère les fleurs plutôt que les tiges, les racines ou les graines. Son pelage est brun-jaune, avec des petites oreilles. La marmotte des Alpes passe 80% de sa vie dans son terrier qu'elle aménage avec soin. C'est un véritable architecte pour ce qui est de creuser des galeries. Elle s'enfonce profondément dans le sol et creuse plusieurs couloirs souterrains qui mènent tous vers une grande salle où toute la famille se tient à l'aise. Dans son terrier, il y a toujours un endroit spécifique qui sert exclusivement de toilette. Après avoir mangé quelques fleurs, elle passe ses journées à creuser des galeries pour son terrier ou bien à faire la sieste, installée sur une pierre plate, exposée aux chauds rayons du soleil. Pendant qu'une sentinelle monte la garde, dressée immobile sur son postérieur en chandelier. Et dès qu'une marmotte aperçoit un prédateur aérien, comme l'aigle royal, elle le signale par un cri strident et immédiatement la montagne se vide de ses habitants.
Les prédateurs terrestres sont accueillis par un concert de sifflements perçants qui sont repris inlassablement à en perdre haleine. Chaque marmotte de la colonie surveillant les moindres mouvements alentour. En hiver, sa fourrure isolante double de volume, car la marmotte hiberne presque 6 mois. En automne, elle mange énormément pour constituer les réserves de graisse qui lui permettront de survivre. Pour ne pas brûler ses réserves trop vite, elle vit au ralenti. Son corps bat très lentement, et durant l'hibernation, son corps ralentit de 220 à 30 coups par minute. Elle ne respire plus que 2 ou 3 fois par minute, et son corps refroidit de 38 degrés à 8 degrés, et peut même s'abaisser jusqu'à 3 ou 4 degrés. Elle se réveillera toutes les 4 semaines pour faire ses besoins, et s'il fait moins de 3 degrés sous terre, la marmotte doit se réveiller et bouger pour ne pas mourir de froid. Les marmottes juvéniles, appelées marmotons, naissent fin mai à début juin. Les marmottes ont de 3 à 5 petits par portée. À la naissance, les marmotons mesurent à peine 3 cm et pèsent environ 30 grammes. Ils ont les yeux fermés et n'ont pas encore de poils. Les petits restent 1 ou 2 mois dans leur terrier avant de sortir au mois de juillet. Les marmotons passent alors leur temps à jouer autour du terrier, s'y réfugiant à la moindre alerte, pour bien remettre le nez dehors, poussés par leur curiosité. En été, au jour de Tignes, les marmottes font l'objet d'un comptage, et les études montrent que les marmottes montent en altitude pour échapper au réchauffement, mais avec un risque, celui de ne plus trouver de nourriture. Autre animal, souvent croisé sur les sentiers, la vache tarentaise. Elle est classée laitière. Cette race est bonne en production laitière et elle donne un lait riche en matière grasse sur des alpages où aucune race productive ne pourrait vivre en plein air.
Elle donne 4800 kg sur 292 jours de lactation par an. Son lait est utilisé pour la fabrication des fromages comme le Beaufort, la Tonne des Bauges, le Reblochon, l'Abondance, l'Emmental de Savoie ou la Tonne de Savoie. En aptitude bouchère, elle donne un excellent rendement grâce à la finesse de ses os, 65 à 72%. C'est une race très rustique, de bonne longévité et bien adaptée au pâturage en montagne et à la transhumance, bonne marcheuse et résistante à la chaleur comme au froid. Elle valorise bien des fourrages médiocres et elle est résistante aux maladies. Ce 3 juillet 2010, nous verrons 2800 moutons descendre de ces camions pour aller pâturer durant la belle saison autour de Tignes. Ces troupeaux viennent tous les ans des plaines de Provence rhodanienne et du Gard, vers les alpages les plus élevés et pourtant les plus difficiles des Alpes. Pour se protéger des forts rayons du soleil, les moutons se serrent les uns aux autres en spirale continue. Ainsi, ceux qui sont à l'extérieur de cette spirale sont les plus exposés temporairement au soleil, et ils reviennent progressivement au centre. Autre espèce aussi rencontrée au cours de randonnée, l'aigle royal, mais beaucoup plus difficile à photographier. En voici quelques photos volées sur le net. Ici, un gypaète barbu, que Claudine a pu cadrer au-dessus du Val Claret. Il mesure entre 2,50 m à 2,85 m pour une longueur de 1 à 1,30 m. Ce vautour est appelé le casseur d'os, car il a l'habitude de laisser tomber les os les plus gros, de préférence les os longs, riches en moelle, d'une hauteur de 50 à 100 mètres, sur les flancs de falaise, et il en mange alors les débris, les ligaments, mais aussi des pattes, des tendons, qu'il ingère grâce à un gosier élastique. On l'appelle aussi le nettoyeur des alpages, car il joue un rôle sanitaire essentiel en se nourrissant de cadavres d'animaux de la faune sauvage.
Le gypaète suit de loin les chasses de l'aigle royal. Une fois une proie capturée, il le harcèle jusqu'à ce que la proie tombe des airs de l'aigle et il s'en saisit alors rapidement en vol.